Mon quatrième chantier, c'est le chantier social et de solidarité. C'est un chantier majeur. Sans doute, celui qui m'interpelle le plus parce que c'est à travers ce chantier que l'on mesurera effectivement les progrès accomplis dans l'élévation du niveau de vie des Camerounais. C'est pour cela que j'ai pour priorité, dans les 10 prochaines années à venir, de rendre l'eau disponible pour tous les Camerounais en milieu urbain et au maximum, dans les 15 années à venir, l'eau sera disponible pour tous les Camerounais en milieu urbain comme dans le milieu rural. C'est un objectif atteignable et que nous comptons d'ailleurs atteindre avant les échéances que je vous ai indiquées. Mais il est important que nous nous fixons des objectifs réalisables. L'eau, c'est la vie. Et notre pays est richement doté en cours d'eau. Personne ne peut donc comprendre que les Camerounais n'aient pas d'eau potable. Ce que j'ai vu dans une partie de notre pays me rend le sommeil impossible. D'imaginer qu'au Cameroun, en 2018, il y ait encore des Camerounais qui boivent dans des flaques d'eau, des mares de pluie. Ils attendent qu'il pleuve pour avoir quelques gouttes d'eau à boire. Et que quelquefois, comble, j'allais dire, de déchéance humaine, certaines de nos populations soient contraintes de boire dans des flaques d'eau où on a lavé des animaux. Ça s'est produit dans notre pays en 2018. Cela vous coupe le sommeil. Et c'est pour cela que j'ai pris l'engagement de faire de la mise à disposition de l'eau potable dans le maximum de nos localités un des objectifs centraux de mon mandat. Les cours d'eau existent, y compris dans les milieux, les coins les plus reculés du Cameroun. Et là où il n'y a pas de cours d'eau, il y a des techniques qui permettent aujourd'hui d'aller chercher dans les nappes phréatiques, dans les nappes souterraines, pour rendre l'eau potable disponible pour les populations. Et nous le ferons. L'autre volet important sur le plan social, c'est le logement social. On estime à au moins 1 million le déficit de logement au Cameroun. Et sans doute, y en a-t-il plus. Et on voit dans quelles conditions la majorité des Camerounais se logent. Nous ne pouvons pas nous accommoder d'un pays où l'on voit le genre de bidonville et de taudis que l'on a détruit partout, un peu partout en Afrique, sauf peut-être dans les pays en guerre. On ne peut pas dire que le Cameroun avance et que le Cameroun progresse avec ce que nous avons pu observer dans un certain nombre de nos villes après des pluies torrentielles, où les inondations emportent des baraquements précaires, où les gens vivent dans la précarité totale, sur des drains non aménagés. C'est pour cela que nous avons fait de la construction des logements sociaux une priorité. Mais ce ne sera pas l'État qui va construire les logements sociaux. L'État va encourager le secteur privé à construire les logements sociaux. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Les promoteurs immobiliers sont disposés à le faire. J'en ai parlé avec un certain nombre d'entre eux et croyez-moi, y compris des promoteurs étrangers, ils peuvent construire au cours, et ils construiront avec la politique que nous mettrons en place au cours de notre mandat, 1 million de logements pour les Camerounais. 1 million de logements sociaux, moyen standing et grand standing pour les Camerounais. Cela est faisable et nous allons tout mettre en œuvre. On a développé au Cameroun une idée qui n'a pas connu de suite comme la plupart de bonnes idées, d'utiliser les matériaux locaux. Nous pouvons diminuer drastiquement le coût de construction de logements sociaux en utilisant effectivement et efficacement les matériaux locaux. La plupart de nos architectes préconisent justement cela. Et l'expérience concrète montre que c'est le meilleur moyen, non seulement pour diminuer le coût de logement, mais pour construire des logements adaptés à notre environnement. Nous allons donc encourager cela massivement, dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux. Quand on parle de logements sociaux et de construction, on ne pense qu'aux villes. Je veux changer les campagnes camerounaises. Je veux changer les campagnes camerounaises par la qualité de logement, par la mise à disposition de l'eau potable, par l'électrification, de sorte que les jeunes qui
vivent là-bas n'aient pas envie de quitter les campagnes simplement parce qu'ils sont attirés par les lumières. Que s'ils vont dans les grandes villes, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à y faire simplement que de chercher un environnement un peu plus salubre, un peu plus moderne. Donc nous allons rendre les campagnes attractives, attrayantes, en raison justement des conditions de vie que nous allons créer là-bas. La troisième chose, c'est la rémunération des travailleurs camerounais. Ceux du secteur public comme ceux du secteur privé. Ceux du secteur public, nous savons très bien que la plupart des corps de fonctionnaires et d'agents publics sont payés à un niveau qui ne leur permet pas de vivre décemment. Ou alors, le salaire ne correspond pas à leur niveau de qualification ou aux efforts qu'ils ont faits pendant de nombreuses années pour leur formation. C'est pour cela que nous avons une fuite abondante des cerveaux de notre pays. Le nombre de médecins camerounais qui existent en dehors du territoire national, le nombre d'ingénieurs est inestimable. Il ne s'agit pas d'aligner nos salaires sur ceux de pays développés, nous ne le pouvons pas. Il ne s'agit pas de rehausser le salaire de façon à pénaliser les entreprises et le secteur industriel. Ce n'est pas de cela dont il est question. Mais il s'agit de servir aux Camerounais un salaire décent qui leur permet de vivre décemment de leur travail, qui leur permet de vivre correctement de leur travail. À cet égard, nous allons revaloriser les salaires de la fonction publique parce que c'est aussi un facteur de lutte contre la corruption. Tout le monde est d'accord que depuis qu'on a diminué drastiquement les salaires, combiné avec la dévaluation, la corruption s'est installée dans notre pays parce que ce que les gens perçoivent mensuellement ne leur permet pas de vivre correctement. Ils sont donc obligés de faire de la débrouillardise, comme on dit chez nous. Parfois de mener 2 ou 3 activités parallèles pour boucler les fins du mois. Nous voulons revaloriser les salaires dans la fonction publique. Il ne faut pas regarder les fonctionnaires comme de simples consommateurs. La fonction publique est un maillon absolument indispensable dans le bon fonctionnement d'un État, mais aussi d'une économie. Donc, ils participent à la production et à la création des richesses. C'est pour cela qu'ils doivent être rémunérés décemment. Dans le secteur privé, évidemment, ce n'est pas à l'État de fixer les salaires. Ils continueront à être négociés entre l'entreprise et l'employé. Mais il y a un seuil minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre et il s'agit du SMIC. Et dès notre élection, nous porterons le SMIC de 36 780 ou 760 francs, en tout cas de moins de 37 000 francs CFA, aujourd'hui à 55 000 francs CFA, dans un premier temps. Sachant que si en cours du mandat, nous redressons l'économie et nous améliorons les performances économiques de notre pays, on augmentera progressivement ce montant. Donc, on accroîtra le SMIC jusqu'à ce que cela atteigne un niveau où un Camerounais peut effectivement fonder une famille et vivre du SMIC. Aujourd'hui, le SMIC ne peut pas permettre à un couple, même pas à un individu tout seul, de vivre dans la moindre ville du Cameroun. Parce que entre le loyer et l'alimentation, et je ne parle même pas du transport pour aller au travail, il ne lui reste plus rien. Donc nous avons décidé que le SMIC, dès le début du mandat, sera fixé à 55 000 francs. Nous avons choisi ce montant parce que nous sommes raisonnables. Parce qu'il ne faut pas faire une augmentation vertigineuse, rapide, que les employeurs ne pourront pas suivre, parce que ce serait ruiner les entreprises et par conséquent amener une contraction de l'emploi alors que nous voulons étendre l'emploi de façon à répondre au chômage des jeunes. En dehors des questions salariales et des questions de logement, une des préoccupations majeures dans le domaine social, c'est la santé. Mon engagement est que dès que les Camerounais m'auront fait l'honneur de me confier les rênes du pays, dès 2019, l'accouchement par césarienne sera gratuit au Cameroun. L'accouchement par césarienne sera gratuit sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, nous allons mettre en place dans les 3 ans qui viennent une couverture maladie universelle minimum. Pourquoi dans 3 ans? Parce que c'est le délai que nous nous fixons pour régler les problèmes administratifs et financiers
qui doivent accompagner cette politique. Et deuxièmement, pour régler le problème de l'approvisionnement en médicaments. En mettant en place dans notre pays des structures de fabrication des médicaments de base, il y a quelques unités de fabrication pharmaceutique qui existent déjà, à Douala notamment. Nous allons les accompagner, leur permettre de se développer. Et d'ailleurs, parce que ces unités seront assurées de la commande publique. Et deuxièmement, mettre en place dans les structures hospitalières et dans les centres de santé des pharmacies approvisionnées justement en médicaments dont la gratuité sera assurée pour tous les Camerounais. L'assurance maladie universelle vise à donner à tout Camerounais, qu'il soit cultivateur, commerçant, paysan, fonctionnaire, employé, d'avoir accès à un certain nombre de soins de santé gratuitement. Par exemple, désormais avec ce système, tout Camerounais qui, par exemple, souffre de paludisme, de choléra, de méningite, des maladies courantes, sera soigné gratuitement. Il se rendra à l'hôpital, si le médecin diagnostique qu'il a un paludisme, il fera une prescription de médicaments, il ira prendre ses médicaments à la pharmacie de l'hôpital et il pourra aller chez lui suivre son traitement gratuitement. Nous avons les moyens de financer une telle politique. Et en particulier, cette politique sera financée par la diminution du train de vie de l'État. Nous pouvons facilement trouver dans les niches de dépenses ostentatoires ou de dépenses injustifiées au sein de l'État que je n'ai pas le temps de développer ici. Par exemple, sur les voyages à l'étranger, juste pour donner une illustration, des fonctionnaires, les classes auxquelles voyagent les fonctionnaires, jusqu'à une date récente, on m'a dit qu'un texte aurait été pris en ce sens, mais jusqu'à une date récente, nombreux sont un certain nombre de hauts responsables de la fonction publique et de l'État qui avaient le droit de voyager en première classe. Mais je voudrais dire à mes compatriotes camerounais qu'un billet d'avion entre Yaoundé et Paris en première classe coûte 6 millions de francs. On aurait pu les faire voyager en business, ce qui est déjà luxueux comparé à des pays développés, comme la Finlande, où des ministres voyagent en classe économique. Donc, mon objectif, ce n'est pas de ramener les ministres camerounais à voyager en classe économique, mais au moins donc, en business class, où ils peuvent voyager confortablement et être traités dignement. Donc, si sur chaque billet d'avion qui coûtait 6 millions de francs, vous faites une économie de 3 millions de francs, parce qu'un billet business class coûte entre 2,8 millions et 3 millions de francs, vous diminuez déjà de moitié cette dépense-là. Et on peut trouver d'autres gisements d'économie comme cela dans le type de véhicule dont on dote les hauts fonctionnaires de l'État. C'est normal que les hauts fonctionnaires de l'État aient des véhicules de service, mais ils n'ont pas tous besoin de véhicules 4x4. Que ces genres de véhicules soient réservés à ceux qui font des missions de contrôle sur le terrain, d'inspection. Mais pour les fonctionnaires qui sont en permanence dans les grandes villes, on n'a pas besoin d'acheter des véhicules de 40 millions à 60 millions. Donc on peut faire des économies sur ces chapitres. On peut faire des économies sur le carburant. On peut faire des économies sur bien d'autres chapitres des dépenses publiques. Par exemple, sur les fournitures dans la fonction publique. Vous savez, la mercuriale de l'État a des prix planchers et des prix plafonds. Mais tous les achats se font au prix plafond et jamais au prix plancher, même pas au prix moyen. Donc nous allons trouver des mécanismes pour que justement la fourniture dans la fonction publique se fasse au niveau où le Camerounais courant s'approvisionne, peut-être avec une marge, puisque le fournisseur dans la fonction publique fournit d'abord avant d'être payé plus tard. Donc comme il n'est pas payé cash, on peut effectivement lui donner une marge, mais pas ce que l'on observe aujourd'hui. Donc il y a suffisamment d'endroits et de niches où nous pouvons faire des économies pour financer, et où nous allons faire des économies pour financer notre politique sociale. Dans le domaine de la culture, je voudrais dire aux artistes et aux hommes de culture que nous les respectons énormément, aux hommes et femmes de culture, bien entendu. Et dans ce domaine, comme dans le domaine du sport, dont je parlerai tout à l'heure, le Cameroun est particulièrement bien doté. C'est un pays béni là aussi, où nous avons de nombreux musiciens de réputation mondiale, de dimension mondiale. Très peu de pays en Afrique peuvent aligner 2-3 musiciens de cette dimension. Le Cameroun peut en aligner 5 à la fois.
où nous avons des gens qui créent des opéras au Cameroun. Nous avons des chanteurs classiques qui font merveille partout dans le monde. Nous avons des créateurs de théâtre. Nous avons des cinéastes de talent qui ont été primés dans beaucoup de festivals. Et j'en passe. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Je voudrais demain que ce soit non seulement la vitrine de notre pays sur le plan africain et mondial, mais que ce soit également considéré comme une filière industrielle. La culture génère de l'argent dans les grands pays comme ceux que nous connaissons. Les États-Unis, par exemple, m'a-t-on dit, génèrent en centaines de milliards de ressources, de revenus par an, grâce, par exemple, uniquement à la musique, peut-être le cinéma. Donc, nous avons des gens talentueux au Cameroun, nous voulons leur dire, vous comptez, vous êtes précieux, des gens, des hommes et des femmes. Mais nous voulons, pour leur montrer qu'ils sont précieux ou qu'elles sont précieuses, ces hommes et femmes du domaine culturel, élaborer un statut de l'artiste au Cameroun. Demain, il y aura un statut de l'artiste, de façon à ce qu'il soit protégé et qu'on ne voit pas nos artistes finir dans la détresse totale comme nous en avons vu beaucoup ces derniers temps dans notre pays. Non seulement il doit vivre décemment de son travail, et pour cela, croyez-moi, nous combattrons sans répit non seulement la fraude, ceux qui dupliquent, la piraterie. Nous combattrons sans répit la piraterie, de façon à ce que nos artistes puissent vivre décemment de leur travail. Mais nous assurerons aussi que les sociétés d'auteurs soient gérées par les artistes, que l'État se mette à l'écart de cela. Les artistes sont capables de s'organiser et de gérer leurs droits d'auteur. Donc, combattre sans relâche la corruption, laisser la gestion des droits d'auteur aux artistes et surtout doter les artistes d'un véritable statut. Nous allons investir en accord avec les artistes. Je voudrais en identifier, parce qu'il faut travailler avec le monde des arts et non pas que l'État décide à leur place pour définir combien d'argent nous devons injecter dans le domaine de l'art, de la culture demain. Et je ne terminerai pas sur ce point sans vous dire que les principales ambassades du Cameroun demain auront des centres culturels camerounais. Parce que si on veut montrer la vitrine de notre culture, c'est à travers cela. Et il ne faut pas croire que ça coûtera plus d'argent qu'on en dépense aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des attachés culturels, en fait, qui sont des fonctionnaires et qui n'ont peut-être pas toujours, justement, l'expérience ou la formation nécessaire pour vendre le pays. Je parlais tout à l'heure des Camerounais talentueux. Imaginez combien de commissaires aux expositions camerounais nous avons dans le domaine, dans le monde. Ceux qui peuvent se prononcer avec autorité dans le domaine de la peinture, dans le domaine de l'organisation d'un festival. Et donc, quand on a tout ce talent-là, quand on a des musiciens de l'envergure que nous avons, on doit avoir, par exemple, une académie de musique au plan national. Pas seulement un orchestre, mais une académie de musique au plan national. On doit pouvoir avoir des festivals courus parce que nous avons des gens qui ont l'ingénierie pour promouvoir cette culture. Nous devons avoir véritablement des écoles où des peintres ou des sculpteurs camerounais sortent et produisent des œuvres de l'esprit qui vont rayonner et faire rayonner notre pays dans le monde. J'ai pensé que d'ores et déjà, je peux indiquer, en attendant les conditions de mise en œuvre en partenariat avec les artistes, que nous pouvons parfaitement concevoir que dans chaque chef-lieu de région, dans chacune des capitales des 10 régions du Cameroun, il faudra demain une maison de l'art et de la culture. Une maison plus exactement des arts et de la culture. Où un jeune Camerounais qui veut faire de la musique peut y trouver un cadre. Ou un jeune Camerounais qui veut faire une exposition de peinture ou de sculpture peut y trouver un cadre. Ou des jeunes Camerounais qui veulent apprendre la danse peuvent y trouver un cadre. Ou des jeunes Camerounais qui veulent jouer une pièce de théâtre peuvent y trouver un cadre. Et où des Camerounais peuvent aller justement découvrir tous ces talents en fin de semaine et se décharger d'une semaine de travail. Ça, c'est une des priorités qu'il faudra mettre en place dans les 10 régions du pays, de façon à offrir aux Camerounais justement ces lieux où à la fois on découvre les talents et où les talents se produisent. Dans le domaine culturel, il y aura quelques
institutions symboliques, marquant notre volonté de porter notre culture à un autre niveau, de faire du Cameroun une véritable puissance culturelle en Afrique. Il s'agit, premièrement, de la construction d'une bibliothèque du monde noir, où l'on trouvera, dans la mesure du possible, tous les ouvrages ayant trait au monde noir, à son histoire, à sa culture, à sa diaspora. Il y aura ensuite une académie nationale qui d'ailleurs aura entre autres missions de suivre la mise en place de la langue nationale du Cameroun, mais également son développement et son évolution. Et d'autre part, ce sera le haut lieu où l'on va symboliquement rendre hommage aux grands hommes et aux grandes femmes de la culture camerounaise. Il y aura enfin ce que j'appelle la grande coupole de la mémoire et des souvenirs. C'est le lieu où toutes les grandes personnalités publiques marquantes de l'histoire de notre pays, récentes ou anciennes, dont on peut trouver encore les vestiges, que ce soit leurs cendres, la terre de l'endroit où ils sont morts, ou pour ceux qui sont encore vivants, leurs cendres, leurs photos et autres, seront entreposés comme chez certains, on parle de panthéon. Ce sera, pour rendre cela intelligible pour tout le monde, le panthéon camerounais. La grande coupole de la mémoire et des souvenirs. De la mémoire parce que c'est le lieu de mémoire de notre histoire politique. Des souvenirs pour que justement ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui ont été des héros nationaux, ceux qui ont rendu des services exceptionnels au Cameroun, ne soient jamais oubliés. Et ils seront justement des gens peut-être de traditions politiques différentes. Car la réconciliation de la mémoire du Cameroun, la construction de la nation passe par un moment de convergence entre les deux grands courants qui se sont affrontés même à un moment dans l'histoire politique de notre pays. Ceux qui d'ailleurs ont été instrumentalisés par les puissances coloniales contre leur propre population, parfois justement sans en mesurer la portée, et ceux qui en ont été les victimes. Nous voulons être à l'intersection de cette histoire pour justement être l'agent historique de cette réconciliation. C'est à cela que servira la grande coupole de la mémoire et des souvenirs. Dans le domaine du sport, j'ai dit, nous sommes une nation sportive, ça n'est un secret pour personne. Mais on voit bien que le sport camerounais décline d'année en année, de décennie en décennie. Tout simplement parce que nous n'avons pas, d'une part, mis en place les infrastructures nécessaires, mais parce que nous n'avons pas doté le pays d'une politique sportive visible. Songez que, pendant longtemps, les équipes camerounaises ont participé à la phase finale des championnats mondiaux de boxe, des championnats mondiaux de basketball, des championnats mondiaux de volleyball, de handball. D'où sortaient ces Camerounais aussi talentueux? Pas seulement de l'étranger comme on le croit. Ils étaient produits sur le plan national, local. Pourquoi? Parce que pendant près de 20 ans, tous les établissements scolaires au Cameroun étaient dotés, en dehors d'un terrain de football, d'un gymnase, où les jeunes Camerounais pouvaient pratiquer le basket, le handball et le volleyball. Tout cela a disparu. Aujourd'hui, l'État lui-même construit des lycées et collèges d'enseignement secondaire sans aucune infrastructure sportive. Cela va cesser. Parce que demain, nous allons imposer déjà aux structures publiques elles-mêmes de construire tous les établissements scolaires avec des aires de jeu et en particulier avec des gymnases. Mais cela aussi entrera dans le cahier des charges des promoteurs privés. Il n'y aura plus d'établissements scolaires et en particulier secondaires au Cameroun demain sans un gymnase. C'est là qu'on va former la pépinière de ceux qui deviendront les grands sportifs camerounais au niveau national et au niveau international. Sur le plan du football, où nous avons une réputation mondiale établie, on voit bien qu'il y a une promotion d'un certain nombre de stades au moment où nous nous apprêtons à organiser la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Mais ça se passe dans 5 villes. Douala, Yaoundé, Boya, Bafoussam et Garba. Le Cameroun ne se réduit pas à 5 villes. Parce qu'une vraie politique sportive aurait veillé à ce qu'en dehors de ces grandes infrastructures dont on est en train de doter le pays à des coûts absolument inacceptables et exorbitants, que je regrette personnellement, mais dont on est en train de doter le pays, que les structures sportives existent à l'échelle de toutes les municipalités. Et c'est ce que je m'engage à faire. Demain, il y aura une infrastructure sportive de base, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on pourra jouer au football. Et autour du stade de football, on pourra pratiquer l'athlétisme dans les 360 communes du Cameroun. Soit on transfère les financements aux communes pour le faire, soit ce sera sur la base d'un partenariat avec l'État, la commune étant appelée à montrer le terrain, donc à trouver 1 à 2 hectares, et l'État se chargeant de construire la plateforme sportive. De la sorte, nos jeunes, quand ils finissent l'école, n'auront pas simplement le choix à aller s'installer dans un bar. Ceux qui aiment le sport pourront aller jouer au football. Ceux qui veulent simplement maintenir leur forme pourront aller courir autour du stade. Et ceux qui veulent pratiquer l'athlétisme trouveront là aussi des infrastructures adaptées. Il ne s'agit pas de construire des stades olympiques dans les 360 communes, mais une plateforme de base qui ne coûte pas extrêmement cher. Et vous avez vu que même dans nos grandes villes, où justement, les grosses municipalités sont divisées en plusieurs municipalités. La plupart des communes n'ont pas d'aire de jeu. Résultat, les jeunes jouent dans les rues ou sur n'importe quel terrain vague. Non seulement avec des risques d'accident, mais avec le risque aussi d'être en rupture de banc par rapport aux propriétaires des lieux. Donc, voilà ce que nous entendons faire, entre autres dans le domaine du sport, juste pour donner un aperçu, parce que inutile d'insister sur la formation qui est fondamentale. Je peux simplement ajouter que demain, il faudra aussi, pour les sportifs camerounais de haut niveau, mettre en place ce qu'on appelle des lycées sportifs, c'est-à-dire des lycées, des établissements scolaires dédiés où un jeune Camerounais talentueux peut à la fois suivre des enseignements scolaires, donc faire des études et pratiquer son sport. Vous avez des jeunes Camerounais qui ont la morphologie naturelle d'un basketteur. Il a 2 mètres. Dans tous les grands pays, dès que vous avez 2 mètres, on vous approche pour pratiquer le basket, sans même que vous demandiez, même si vous n'avez jamais touché un ballon de basketball. Et dans cet établissement, vous suivez vos études normalement, parce qu'on est aussi conscient que ce ne sont pas tous les jeunes qui vont réussir. Et donc ceux qui n'auront pas réussi auront fait leurs études et peuvent s'insérer dans la vie active. C'est pour cela que nous pensons qu'il est absolument indispensable demain de commencer à mettre dans un certain nombre de localités ce genre de lycée sportif dans notre pays. J'ai parlé tout à l'heure de la solidarité. Politique sociale et de la solidarité. La solidarité est extrêmement importante pour nous. Amener les Camerounais à comprendre qu'ils sont fils et filles d'une même nation. Le vivre ensemble dont nous parlions, ça ne peut pas rester théorique. Et c'est pour cela que nous voulons mettre en place un service national des volontaires de la solidarité. C'est un service qui sera accompagné par l'État, par les moyens de l'État, au sein duquel devra intervenir tout jeune Camerounais pendant une durée de 6 mois avant d'entrer dans la vie active, dans sa vie professionnelle. Cela veut dire que si vous avez un jeune qui est diplômé de médecine, un jeune qui est diplômé d'une école d'ingénieur, un jeune qui est diplômé de facultés de droit et d'autres facultés, ou même qui est diplômé d'une école d'infirmiers ou d'aide-soignants ou d'instituteurs, et que sais-je encore, il va travailler pour 6 mois, pendant 6 mois pour la collectivité nationale. Cela nous permettra non seulement de leur permettre de faire un brassage, pendant les 6 mois il est pris en charge par l'État, mais il va aller travailler là où l'État va le déployer, dans le cadre de la solidarité nationale. Ainsi, par exemple, des localités reculées de notre pays, l'arrière-pays où les médecins n'arrivent jamais, parce qu'aucun médecin ne veut s'établir, ou très
rares sont les médecins qui acceptent d'aller travailler dans l'arrière-pays. Par ce biais, des médecins, voire même des spécialistes, vont aller travailler dans des formations sanitaires dans l'arrière-pays. Comme ça, nos populations de l'arrière-pays, qui n'ont jamais l'occasion de voir un médecin, qui n'ont jamais vu un chirurgien, un ophtalmologue, et que sais-je encore, puissent en avoir un par ce biais. Il sera là pour 6 mois. Il n'y fera pas toute sa vie. Mais après 6 mois, il sera remplacé par un autre jeune qui est médecin et qui veut entrer dans la vie active et qui fait son travail de solidarité en mettant justement 6 mois de son activité au service de la collectivité nationale. Voilà ce que nous mettons dans la solidarité entre Camerounais et avec l'ensemble des Camerounais. Je vois que des infrastructures sportives importantes sont en construction dans le pays, dans la perspective de la CAN. Je trouve d'ailleurs qu'elles sont construites à des prix exorbitants. Ce que nous avons condamné fermement, c'est regrettable pour notre pays. Ces infrastructures sont construites où? À Douala, à Yaoundé, à Limbe, à Bafoussam et à Garoua. Mais le Cameroun ne se limite pas à ces 5 villes. Nous ne pouvons pas décemment ignorer plus de la moitié de la population camerounaise ou sous-estimer son rôle dans le développement de notre pays et espérer accomplir les bons indispensables dans le cadre de la politique de modernisation. C'est pour cela que la femme tient une place centrale dans notre politique. Non seulement parce que c'est elle qui est en fait le socle sur lequel repose la famille, et en particulier la famille africaine et camerounaise en l'occurrence, mais parce qu'elle a un rôle majeur dans l'encadrement des enfants et dans sa contribution au développement global du pays. Il est hors de question que demain, on continue de poursuivre une politique qui réduit la femme camerounaise à un rôle d'applaudissement dans les meetings ou pour exalter les louanges de je ne sais qui. La femme camerounaise aura non seulement sa place, mais toute sa place dans la politique que nous voulons mettre en œuvre. D'abord dans les institutions publiques. Elles ne seront pas dans notre gouvernement simplement des symboles pour rendre témoignage de ce que les femmes font partie du gouvernement. Elles occuperont, pour autant qu'elles en ont la compétence, et Dieu sait si elles sont nombreuses au Cameroun, des femmes qui en ont la compétence, des ministères clés, y compris des ministères de souveraineté. Nous avons vu combien en Afrique, j'aurais pu citer d'autres pays dans le monde, mais surtout combien dans nombre de pays africains, pour parler du Nigeria et bien d'autres, des femmes ont joué un rôle crucial dans le redressement économique du pays. N'oublions pas que notre voisin a eu pour femme, pendant quelques années, a eu pour ministre notre voisin. N'oublions pas que notre voisin, le Nigeria, a eu pendant quelques années pour ministre de l'économie et des finances une femme. Et c'est elle qui a redressé l'économie nigériane. Nous pouvons et nous avons au Cameroun, qu'elle soit dans des institutions au Cameroun ou à l'étranger, nous avons au Cameroun des femmes qui ont cette envergure et qui peuvent jouer de tels rôles. Donc, il ne s'agira pas de rôle symbolique dans le gouvernement, mais elles devront pouvoir être en capacité de gérer les entreprises publiques, d'être à la tête des entreprises publiques. Des efforts sont faits dans d'autres compartiments de l'administration, y compris jusque dans l'armée et l'administration territoriale, mais nous allons aller plus loin pour que la femme camerounaise soit également dans le secteur privé un acteur extrêmement important, soit capitaine d'industrie, développe des affaires. Nous avons quelques exemples dans le secteur privé camerounais, mais il ne faut pas que ce soit des exemples isolés. Il faudra respecter la femme dans ce qu'elle est, dans sa dignité. Et c'est pour cela que les violences faites aux femmes, les exactions, les viols et tous autres comportements qui avilissent la femme trouveront sous le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger demain, ou en tout cas de mettre en place, toute la réponse adéquate pour mettre un terme à de telles pratiques. Réponse ferme, parce que c'est inacceptable. On ne peut pas considérer des êtres humains uniquement sur la base de différences de sexe comme des objets
à la disposition d'autres êtres humains. Mais la femme doit également, demain, jouer un rôle important au Parlement, jouer un rôle important dans d'autres institutions de l'État. J'ai pris l'engagement que le taux de scolarisation de la jeune fille sera accru significativement au cours de notre mandat. À cet égard, j'ai dit que jusqu'à l'âge de 16 ans, la scolarisation de la jeune fille et du jeune garçon sera obligatoire. Il est important de donner à la femme non seulement toute sa place, mais de comprendre qu'elle a en fait une contribution particulière due à sa sensibilité naturelle vis-à-vis des problèmes des enfants, vis-à-vis des problèmes de la société, au regard des problèmes de la société. Et je pense qu'à cet égard, il faudra lui donner effectivement une chance de jouer pleinement ce rôle. Il y a encore des obstacles aujourd'hui, dus par exemple à la limitation, pour ne pas dire au blocage, de l'accès de la femme au foncier, en matière de successoral par exemple. Il faudra lever toutes ces entraves, tous ces obstacles, pour permettre à la femme camerounaise de jouer pleinement son rôle. Mais on ne peut pas parler de la femme sans penser automatiquement à l'enfant. Et nous avons une société où nous observons de plus en plus de dérives intolérables, non seulement concernant les femmes, mais qui, pire encore, concernant les enfants. Et toutes ces dérives doivent faire l'objet non seulement d'une attention particulière de l'État, par la mise sur pied des structures adéquates du suivi de la femme et de l'enfant, y compris dans leur maternité. C'est pour cela qu'il y avait à l'époque des maisons de conseil où les femmes pouvaient aller recevoir des conseils en matière de natalité, de procréation, d'espacement de naissance pour protéger leur propre vie, mais également où elles pouvaient avoir des conseils en matière de santé maternelle et infantile. Nous veillerons tout particulièrement à ce que dans certaines régions de notre pays, où il y a encore des pesanteurs culturels qui font obstacle à la scolarisation de la jeune fille, ces pesanteurs soient levés. Que l'on montre en exemple les femmes de ces régions qui ont réussi et qui doivent être des modèles pour les autres jeunes filles. Le fait d'aller à l'école ne doit pas être, pour une jeune fille, ne doit pas être synonyme de son incapacité à tenir un foyer, à respecter son époux ou à faire fonctionner sa famille. Au contraire, ce sont, j'allais dire, des talents supplémentaires, des moyens supplémentaires qu'elle amène au foyer pour permettre à la famille de vivre mieux, mais également pour prendre un meilleur soin de ses enfants et de son mari. Donc, l'État doit mettre au cœur de sa politique sociale une vraie politique de la femme. Et je termine sur ce point en disant, il n'y aura plus de situation où, à compétence égale, ou à responsabilité égale, une femme gagne moins ou gagne un salaire inférieur à celui d'un homme. C'est inacceptable et cela ne pourra pas se poursuivre. J'ajoute d'ailleurs à cet égard que la maternité de la femme ne doit pas être regardée comme un obstacle à son activité professionnelle, mais au contraire, comme un service pour la collectivité nationale, parce qu'elle est porteuse de maternité, elle est le vecteur de la création. Et qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne renouvelle pas sa population? Or, ce n'est pas la femme qu'on renouvelle la population. Donc, l'État doit, en partenariat d'ailleurs avec le secteur privé où des femmes travaillent également, s'assurer qu'elles reçoivent l'accompagnement nécessaire pendant la grossesse comme pendant les premiers jours et les premiers mois de naissance de l'enfant, pour s'assurer donc qu'elles accompagnent ces jeunes enfants qui viennent au monde dans les meilleures conditions pour qu'ils entrent dans la vie. Dans le domaine de la défense, il faut reconstruire une armée qui ait toute la crédibilité qu'elle a eue à une époque. Notre armée aujourd'hui souffre de maux multiples et certains de ces éléments peuvent commettre les dérapages
dont l'actualité nous donne des exemples. Ça n'est pas cela l'image de l'armée camerounaise. Ça n'est pas cela l'image de l'armée nationale que nous voulons bâtir ensemble avec les spécialistes de la défense. Notre armée manque d'une véritable politique de défense renouvelée et adaptée aux défis du monde d'aujourd'hui. Il nous faut demain, et des spécialistes travaillent à cet égard, un livre blanc de la défense. Il faut que nous sachions quelle est notre doctrine de défense. Nous voulons une armée de métier, une armée de professionnels, mais qui doit être articulée à sa population. Parce que notre armée, tout en étant une armée professionnelle, doit être une armée populaire. Parce qu'elle doit travailler en synergie et en symbiose avec le peuple et avec les populations camerounaises, dont elle assure la défense et sur laquelle elle doit compter pour remplir efficacement ses missions, ne serait-ce qu'en termes justement de collecte d'informations. C'est une armée où on doit respecter la bonne tradition militaire, où l'ancienneté est strictement respectée dans les promotions. C'est une armée où le matériel, l'équipement militaire doit faire l'objet d'un soin et d'une attention particulière parce qu'elle doit être modernisée, être à jour pour permettre justement à nos forces de défense de donner le meilleur d'eux-mêmes et de répondre efficacement aux défis auxquels le pays est exposé. Cette armée-là sera une armée républicaine, formée pour respecter les institutions de la République, mais également la démocratie. Ce n'est pas une armée formée pour être utilisée contre les Camerounais. C'est une armée qui doit assurer la défense des frontières nationales. Et cette armée-là, armée républicaine, armée en phase avec sa population, qui contribue à la démocratie, doit savoir qu'elle est l'avant-garde, l'élite de la nation. Nous voulons demain une armée au sein de laquelle, parce que la plupart des officiers et des officiers supérieurs de l'armée sont des gens très bien formés, une armée au sein de laquelle on sent un foisonnement en termes également d'innovation, y compris en termes justement de travail sur les équipements de l'armée. Et cette armée-là sera une armée avec non seulement dans les équipements qu'il faut, mais avec une politique de casernement effective. L'armée ne doit pas être dans la nature. Les éléments des forces de défense, lorsqu'on parle d'une armée professionnelle et d'une armée de métier, doivent être dans les casernes. Et il faut que ces structures-là soient vraiment décentes, adaptées, entretenues. Nous connaissons encore des structures qui remontent aux indépendances et qui manifestement sont dépassées. On ne peut pas donner de notre armée l'image d'une armée en loc avec des structures inadaptées. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que une armée telle que nous la concevons est une armée dont les éléments ne cessent de contribuer à la bonne marche de la défense, même lorsque ils ont quitté l'armée. Non seulement parce qu'ils sont en réserve, ils sont en deuxième section, ou bien parce qu'on peut les mobiliser à tout moment, mais parce que nous voudrions que ceux parmi eux qui ont des compétences particulières soient ceux qui vont travailler demain dans l'industrie qui fournit l'armée, dans les activités qui sont en liaison avec le fonctionnement de notre armée. Je passe ici la restructuration en termes institutionnels et en termes géographiques et spatiaux. Je voudrais simplement dire que c'est une armée qui aura les moyens d'avoir toutes les informations prévisionnelles qui seules font aujourd'hui l'efficacité de toute armée sur les théâtres d'opération. Enfin, notre armée, j'ai toujours plaidé pour cela, aura un vrai statut de pupille de la nation. Pour les enfants des militaires tués au combat, ils seront pris en charge par l'État jusqu'à leur majorité. Et pour les soldats morts au combat, nous aurons un cimetière militaire. Mais comprenez-moi bien, je connais la tradition africaine et beaucoup ne voudraient pas être enterrés en dehors de leur village. Il ne s'agit donc pas d'enterrer les gens dans des cimetières, mais de faire ce qu'on a vu partout ailleurs. Même s'ils sont enterrés chez eux, il devrait y avoir un cimetière militaire avec une croix ou un signe, peu importe quel sera le signe, qui porte leur nom. Pour que la nation se remémore
éternellement du sacrifice qu'ils auront consenti pour elle. Voilà, au-delà des cimetières militaires, il faudra un monument aux morts, qui est le haut lieu symbolique où brûle la flamme, portée par les militaires morts au combat, portée par les soldats morts au combat, où on se remémore à l'occasion soit de la fête nationale ou d'une journée dédiée spécialement aux armées, ce sacrifice suprême.